Au dîner de Noël, ma fille a dit à 40 personnes que je ne méritais pas de cadeau. Je m'appelle James Wilson, et je pensais l'avoir mieux élevée. Pendant 29 ans, je l'ai vue mener un train de vie que je finançais discrètement. Vêtements de créateur, voitures de luxe, loft en centre-ville. Elle pensait que cela venait du succès de son beau-père. Quand elle m'a publiquement qualifié d'échec financier qui n'avait jamais rien apporté de significatif à personne, j'ai passé un appel qui a tout changé. En 60 secondes, sa carte de crédit a commencé à être refusée. Son paiement de voiture a été rejeté et son monde entier s'est effondré devant tous ceux qui venaient de la voir m'humilier. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement sorti mon téléphone. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Cette histoire commence 3 jours avant Noël au Scottsdale Country Club, où ma fille était sur le point d'apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Le premier signe que je n'étais pas respecté est venu lorsque Vicky a refusé de venir me chercher. « Papa, tu peux nous retrouver là-bas ?» Thomas conduit la Porsche et il n'y a pas de place. Thomas Miller, le mari de mon ex-femme Catherine depuis 8 ans, propriétaire de 3 concessions BMW, l'homme que ma fille appelle son « vrai pourvoyeur ». J'ai conduit ma Honda Civic 2011 au Country Club, 13 ans, 187 000 miles au compteur. Le voiturier avait l'air gêné pour moi. À l'intérieur, la fête de Noël annuelle battait son plein. Des lustres en cristal se reflétaient sur les sols en marbre. Le sapin de Phrasé mesurait 5,5 mètres de haut, décoré d'ornements d'une valeur de 12 000 $. Je le savais car j'avais entendu Thomas se vanter du coup auprès de la famille Hartwell. J'ai trouvé notre table. Vicky était assise entre Catherine et Thomas, vêtue d'une robe Chanel à 2800 $. Je connaissais le prix car elle l'avait posté sur Instagram 3 heures plus tôt. Dies vi béni glamour de Noël. Merci, Thomas. Salut, papa. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Le deuxième signe est venu quand Thomas a commencé son discours. Catherine et moi sommes si fiers du succès de Vicky. L'indépendance financière à 29 ans. Voilà à quoi ressemble une bonne orientation. Applaudissements autour de la table. Vicky rayonnait. Bien sûr, avoir des investissements intelligents aide, a continué Thomas. Le fonds fiduciaire que son grand-père maternel a mis en place a magnifiquement fructifié. Nous lui avons appris à être responsable avec l'argent. Plus d'applaudissements. Je n'ai rien dit. Elena Hartwell, assise en face de moi, a levé un sourcil. Elle avait connu ma grand-mère personnellement. Elle se souvenait qui avait réellement laissé de l'argent à qui. « James, tu es silencieux ce soir », a dit Catherine. « Comment se passe la recherche d'emploi ?» 7 mois depuis que le cabinet comptable m'avait licencié. 7 mois d'entretien et de rejet. À 52 ans, apparemment j'étais surqualifié pour la plupart des postes et dépassé pour d'autres. Toujours à la recherche, ai-je dit. Eh bien, il est peut-être temps d'envisager quelque chose de plus réaliste, a dit Thomas. Il y a toujours de la demande pour les comptables, les petites entreprises, un travail moins prestigieux mais stable. J'ai vu ma fille hocher la tête en signe d'accord. La fille que j'avais secrètement soutenue à l'université, en école de commerce, et chaque mois de sa vie d'adulte. Elle vivait dans un loft à 4 200 $ par mois dans le centre de Scottsdale. Conduisait une BMW M340i à 89 000 $. Portait des vêtements de marque partout. Voyageait en Europe 2 fois par an. Postait constamment sur son succès auto-construit et son indépendance financière. Aucun d'entre eux ne connaissait la vérité. Pendant 127 mois consécutifs, le 15 de chaque mois, 12 000 $ avaient été transférés d'un compte que je contrôlais vers des comptes auxquels elle avait accès. Frais de scolarité universitaire, études supérieures, paiement de voiture, loyer, carte de crédit, assurance, épicerie, vacances, virée shopping, 3,2 millions de $ sur 10 ans et demi. Tout cela invisible pour elle, tout cela anonyme. L'héritage de ma grand-mère avait été soigneusement structuré pour paraître venir du côté de la famille de Catherine. Le mensonge était l'idée de Catherine lors de notre divorce. Elle a besoin de stabilité, avait dit Catherine. Laisse-la penser que cela vient du patrimoine de mon père. J'avais accepté. Je voulais que ma fille ait la meilleure vie possible. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Mais la regarder maintenant, riant aux blagues de Thomas tout en portant des vêtements que j'avais involontairement payés, assise sur une chaise dans un club dont j'avais personnellement couvert les frais d'adhésion pendant 5 ans. Le troisième signe fut le plus cruel.
Vous savez de quoi je suis la plus reconnaissante ce Noël, a annoncé Vicky à la table, est de comprendre enfin la différence entre les gens qui apportent de la valeur et les gens qui ne font qu'exister. Elle m'a regardé directement. Certaines personnes construisent des choses, créent de la richesse, prennent des responsabilités. D'autres se contentent de dériver dans la vie en attendant que les autres les portent. Thomas a hoché la tête avec approbation. C'est de la sagesse, chérie. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Dans le miroir, j'ai vu un homme en chemise à $45 de chez Target face à un choix. Continuer à alimenter cette illusion ou enfin exiger le respect que je n'avais jamais demandé mais toujours mérité. Quand je suis retourné à la table, j'ai remarqué qu'Eleanor Hartwell me regardait attentivement. Elle se souvenait des funérailles de ma grand-mère. Elle se souvenait qui avait hérité de quoi. Mais Vicky ne faisait que commencer. Les conséquences de mon silence devenaient d'une clarté limpide. Premièrement, ma réputation. Chaque personne à cette table, et elles en parleraient à d'autres, croyait maintenant que j'étais un père défaillant qui n'avait rien contribué au succès de ma fille. Dans une ville comme Scottsdale, la réputation comptait. Ces gens contrôlaient des réseaux d'affaires, des opportunités d'emploi, des relations sociales. Être étiqueté comme le type qui ne pouvait pas subvenir aux besoins me suivrait partout. Deuxièmement, Vicky elle-même. Elle avait 29 ans et n'avait jamais appris la valeur de l'argent, du travail ou de la gratitude. Elle croyait sincèrement que son style de vie venait de sa propre intelligence et des conseils de Thomas. Elle n'avait aucune idée qu'elle vivait avec de l'argent emprunté, mon argent. Sans jamais faire face à de réelles conséquences, elle continuerait sur cette voie pour toujours. Le point de basculement est venu lorsque le Dr Harrison, le président du club, s'est joint à notre conversation. Thomas, félicitations pour le succès de Vicky. Vous devez être fier d'avoir soutenu une jeune femme si indépendante. Eh bien, nous croyons à l'enseignement de la responsabilité, a répondu Thomas. On ne peut pas les chouchouter éternellement, n'est-ce pas, James? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le docteur Harrison a tendu la main pour une poignée de main polie. James Wilson, je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Dans quel domaine travaillez-vous? Avant que je puisse répondre, Vicky a sauté sur l'occasion. Papa est entre deux emplois en ce moment. Cela fait un certain temps. Des priorités différentes, je suppose. Le mépris dans sa voix était indéniable. La poignée de main du docteur Harrison est devenue nettement plus faible. Je vois. Eh bien, l'économie a été difficile. Catherine s'est penchée en avant. James était dans la comptabilité, mais vous savez à quel point cette industrie change. L'automatisation, le travail délocalisé, difficile pour quelqu'un de son âge de suivre. Maman a raison, a ajouté Vicky. Papa est très traditionnel dans sa pensée, pas vraiment adapté aux stratégies financières modernes. J'ai regardé ma propre fille détruire systématiquement ma réputation devant le président du country club, l'homme qui connaissait tous les propriétaires d'entreprises, avocats et dirigeants de la région. Eleanor Hartwell s'est éclairci la gorge. James, ta grand-mère ne t'a-t-elle pas laissé quelque chose de substantiel? Je me souviens qu'Helen Wilson était assez aisée. Vicky a ri. Mamie Hélène, papa? Tu n'as jamais mentionné avoir hérité de quoi que ce soit, mais je suppose que si tu avais de l'argent, tu ne serais pas. Elle a fait un geste vague vers ma tenue. Les enjeux se sont cristallisés à ce moment-là. Si je restais silencieux, je serais à jamais connu comme le père raté qui ne pouvait pas subvenir aux besoins. Ma fille continuerait à vivre un mensonge, n'apprenant jamais les vraies valeurs. Thomas continuerait à s'attribuer le mérite d'une générosité qui n'était pas la sienne, et Catherine continuerait à perpétuer une tromperie qui servait tout le monde sauf la vérité. Mais révéler la vérité signifiait détruire le monde de ma fille. Tout ce qu'elle croyait sur son indépendance, son succès, sa sécurité financière, tout cela s'effondrerait. Sa présence sur les réseaux sociaux, sa confiance, toute son identité était construite sur les fondations de mon soutien anonyme. Ce qui est intéressant avec la richesse héritée, a dit Eleanor prudemment, c'est la façon dont elle façonne le caractère. Helen Wilson était très réfléchie sur la façon dont elle a structuré son patrimoine, très soucieuse d'enseigner les bonnes leçons. J'ai croisé le regard d'Eleanor. Elle m'offrait une ouverture. Thomas n'avait pas fini de se montrer. Bien sûr, nous avons eu de la chance. Le fonds fiduciaire de Vicky a très bien performé, en hausse de 38% au cours des 5 dernières années. Des investissements intelligents et une gestion prudente. Il n'avait aucune idée que la croissance des
Ont-ils s'attribué le mérite provenait de ma gestion active des fonds? J'avais passé des heures à rechercher des investissements, à rééquilibrer des portefeuilles, à m'assurer que l'argent durait et augmentait. Thomas pensait que les fonds fiduciaires se géraient seuls. 38%. Le docteur Harrison semblait impressionné. C'est une performance exceptionnelle. Qui est votre gestionnaire de fonds? Un family office privé, a dit Thomas en douceur. Très exclusif. Il n'accepte pas n'importe qui. Une pure invention. Il n'y avait pas de family office. Il n'y avait que moi gérant les investissements via une société de gestion de patrimoine privé qui envoyait les relevés à l'adresse de Catherine pour maintenir l'illusion. Vicky rayonnait de fierté. Thomas m'a tout appris sur la responsabilité financière, comment établir un budget, épargner, investir judicieusement. Je suis probablement la seule personne de mon âge qui est complètement sans dette et qui bâtit une vraie richesse. Sans dette parce que j'avais payé ses cartes de crédit mensuellement pendant des années. Bâtissant de la richesse avec l'argent que j'avais fourni. Apprenant la responsabilité d'un homme qui n'avait jamais versé $1 sur ses comptes. Le coup de grâce est venu lorsque le docteur Harrison a posé des questions sur mes projets. James, quel est votre prochain mouvement? Des perspectives. Avant que je puisse répondre, Vicky a de nouveau parlé pour moi. Papa a toujours été plus un rêveur qu'un faiseur. N'est-ce pas, maman? Toujours à parler de ce qu'il pourrait accomplir, mais sans jamais vraiment donner suite. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le succès. La cruauté était à couper le souffle. Ma propre fille, entièrement financée par mon sacrifice, me déclarant publiquement incapable de réussir. Catherine a hoché la tête tristement. James a toujours eu du mal avec les décisions pratiques. C'est pourquoi notre mariage n'a pas fonctionné. J'ai senti quelque chose changer en moi, une calme certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les enjeux étaient clairs, continuer à permettre ce mensonge et regarder ma fille devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas, ou enfin exiger la vérité et le respect que j'avais gagné grâce à une décennie de sacrifices silencieux. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai senti le porte-document en cuir que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvaient des documents qui changeraient tout. Mais d'abord, elle devrait me pousser un peu plus loin. Vicky n'avait pas fini. Vous savez ce qui est drôle, a-t-elle dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Les gens supposent toujours que les familles prospères se créent naturellement, comme si le succès était dans l'ADN ou quelque chose comme ça. Elle a fait un geste vers Thomas. Mais le vrai succès vient d'avoir les bons conseils, d'apprendre des gens qui comprennent vraiment l'argent, les investissements, la stratégie commerciale. Thomas a hoché la tête modestement. Eh bien, nous essayons de donner le bon exemple. Exactement. Certaines personnes apportent de la valeur, créent des opportunités, bâtissent de la richesse. D'autres se contentent d'eux. Elle m'a regardé à nouveau, dérivé en espérant que quelqu'un d'autre les porte. Madame Patterson de la table adjacente s'était tournée pour écouter. Les Johnson aussi. Ma fille était en train de créer un public pour mon humiliation. Prenez mon père par exemple. Elle s'échauffait maintenant, se nourrissant de l'attention. 52 ans, licenciée il y a 7 mois, toujours à la recherche de la bonne opportunité. Elle a fait des guillemets avec les doigts sur l'expression. Vicky, a dit Catherine doucement. Peut-être devrions-nous. Non, maman. Je pense que c'est important. Docteur Harrison, vous dirigez des entreprises, n'est-ce pas? Vous embauchez des gens. Embaucheriez-vous quelqu'un qui est au chômage depuis 7 mois, quelqu'un qui conduit une voiture de 13 ans et fait ses courses chez Target? Le docteur Harrison a eu l'air mal à l'aise. Eh bien, les interruptions de carrière peuvent être préoccupantes selon les circonstances, n'est-ce pas? Parce que les gens qui réussissent créent leurs propres circonstances. Ils ne cherchent pas d'excuses. J'ai senti 30 paires d'yeux sur moi. Les conversations aux tables voisines s'étaient arrêtées. Même le personnel de service écoutait. Mon point est, a continué Vicky, je suis reconnaissante d'avoir appris ce qu'est la vraie responsabilité, ce que signifie gagner son succès au lieu d'attendre des aumônes. Le mot « aumône » frappa comme un coup physique. Des aides? Dis-je doucement. Eh bien, oui, papa, sois honnête. Combien de fois as-tu demandé de l'argent à maman depuis le divorce? Combien de fois as-tu laissé entendre que tu avais besoin d'aide pour le loyer ou les réparations de voiture? Je n'avais jamais demandé un sou à Catherine. En fait, c'était le contraire.
J'avais discrètement couvert plusieurs de ses dépenses au fil des ans, y compris les frais d'obsèques de sa mère et les factures médicales de son frère. Je n'ai jamais demandé d'argent à ta mère, dis-je. Vicky rit. Voyons. Le comptable au chômage qui conduit une Honda Civic n'a jamais besoin d'aide financière. Vraiment. Thomas intervint. James, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, mais il y en a à ne pas être honnête à ce sujet. De quoi m'accusez-vous exactement? Ma voix resta calme, mais quelque chose dans mon ton fit qu'Eleanor se redressa. Je ne t'accuse de rien, dit Vicky. Je ne fais qu'énoncer des faits. Tu es fauché. Tu es fauché depuis des années. Maman et Thomas ont dû t'aider, et maintenant tu es assis ici, agissant comme si tu méritais le même respect à cette table. Le mensonge était si complet, si parfaitement inversé, que j'en admirais presque l'audace. Aider comment? Demandai-je. Oh, ne me fais pas tout détailler. Elle devenait plus animée maintenant, jouant pour son public, les cadeaux de Noël, l'argent des anniversaires, les prêts d'urgence qui ne sont jamais remboursés. Rien de tout cela n'était vrai. Chaque cadeau de Noël qu'elle avait reçu depuis ses 18 ans avait été acheté avec l'argent du fonds fiduciaire que je gérais. Chaque anniversaire, chaque diplôme, chaque célébration. Quand exactement m'as-tu prêté de l'argent, Vicky? Indirectement, papa, par maman, par Thomas. Quand tu ne peux pas payer ton loyer, d'où penses-tu que vient l'aide? J'étais propriétaire de mon immeuble depuis 4 ans. Mon loyer était en fait un revenu de gestion immobilière. Et d'où Thomas tire-t-il cet argent qu'il est censé me prêter? Thomas remua avec malaise. Eh bien, je n'appellerai pas ça des prêts exactement. Non, s'il te plaît, explique, insistai-je. Détaille-moi cette aide que tu as fournie. Vicky intervint de nouveau. Le problème n'est pas dans les détails spécifiques. Le problème, c'est que certaines personnes produisent de la richesse et d'autres la consomment, certaines créent de la valeur, et d'autres la vident. Et lequel suis-je? Veux-tu vraiment que je réponde à cela ici, devant tout le monde? Eleanor Hartwell se pencha en avant. Je pense que j'aimerais entendre la réponse. Vicky parut surprise, mais ravie d'avoir un public aussi attentif. Bien, papa. Tu n'as jamais rien apporté de significatif à la vie de qui que ce soit. Ni à maman, ni à la mienne, ni à celle de personne à cette table. Tu es un comptable raté de 52 ans qui vit dans un appartement miteux, conduit une vieille guimbarde et fait ses courses dans des magasins discount. Tu n'as pas d'investissement, pas d'économie, pas de bien digne d'être mentionné. Elle prenait de l'élan maintenant, sa voix portant à travers la pièce. Pendant ce temps, j'ai bâti une vie réussie grâce à des décisions intelligentes et un travail acharné. Je suis complètement indépendante financièrement. Je possède mon propre appartement, je conduis une voiture de luxe, je voyage à l'étranger, et je n'ai jamais eu à demander d'aide à qui que ce soit parce que j'ai appris la responsabilité financière auprès de personnes qui comprennent réellement l'argent. Les applaudissements des tables voisines étaient épars audibles. Alors, oui, pour répondre directement à ta question, tu consommes de la valeur. Moi, je la crée. Tu épuises les ressources. Moi, je les génère. Tu es exactement le genre de personne qui pense que le monde lui doit quelque chose juste pour exister. Le docteur Harrison semblait profondément mal à l'aise. Plusieurs autres convives avaient cessé de manger pour observer le spectacle. Je restais parfaitement immobile, regardant ma fille me détruire devant la moitié du country club, la regardant revendiquer une indépendance qu'elle n'avait jamais gagnée, une richesse qu'elle n'avait jamais créée, et un succès qui n'existait que grâce à des sacrifices dont elle ne savait rien. « As-tu fini » demandai-je calmement. « Je suis juste. Honnête. Quelqu'un doit te dire la vérité. » J'acquiesçai lentement. « Tu as absolument raison. Quelqu'un doit dire la vérité. » Je tendis la main dans ma veste et en sortis le porte-document en cuir marron, de 2 pouces et demi d'épaisseur, rempli de documents que je n'avais jamais eu l'intention d'utiliser. Les yeux d'Eleanor Hartwell s'écarquillèrent. Elle reconnut le porte-document des procédures successorales de ma grand-mère, 23 ans auparavant. La vérité est très importante, Vicky, surtout quand il s'agit d'argent. L'atmosphère changea lorsque je posai le porte-document sur la table. Ce n'était pas spectaculaire, juste une simple pochette en cuir lisse à force d'avoir été conservée avec soin pendant des années, mais Eleanor Hartwell la reconnut immédiatement. Son inspiration brusque fit que plusieurs autres se tournèrent pour regarder. « Est-ce que c'est » commença Eleanor, puis s'interrompit. «
Qu'y a-t-il dans le dossier, papa, demanda Vicky, d'un ton dédaigneux. Encore des demandes d'emploi. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, je fis le tour de la table du regard, croisant le regard de chaque personne qui venait d'assister à la démolition de ma réputation. Le docteur Harrison, Thomas, Catherine, Vicky, Eleanor, les Patterson et les Johnson des tables voisines écoutaient toujours. Avant de poursuivre cette conversation sur qui crée de la valeur et qui la consomme, dis-je doucement, je pense que tout le monde devrait avoir des informations exactes. Mon téléphone vibra. Un message de mon conseiller en gestion de patrimoine. Virement mensuel effectué comme prévu. Tous les comptes sont à jour. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je posai le téléphone face contre table à côté du porte-document. James, dit Catherine nerveusement. Ce n'est peut-être pas le moment. Quand est-ce le bon moment pour dire la vérité, Catherine? Quand notre fille devrait-elle apprendre d'où vient réellement son argent? Vicky rit. Quel argent, papa? Mon argent vient de mon fonds fiduciaire et de mes investissements intelligents. Nous en avons déjà parlé. Vraiment? J'ouvris légèrement le porte-document, pas assez pour que quiconque voie l'intérieur, mais suffisamment pour révéler l'épaisseur des documents qu'il contenait. Parle-moi de ce fonds fiduciaire. Mon grand-père, du côté de maman, l'a mis en place avant sa mort. Thomas le gère maintenant. Il a augmenté de 38% en 5 ans grâce à une stratégie d'investissement prudente. Thomas acquiesça. Approche conservatrice mais efficace. Portefeuille diversifié, rééquilibrage régulier. Quel est le capital de départ? L'interrompis-je. Thomas hésita. Eh bien, c'est une information familiale privée. Faites-moi plaisir. Un chiffre approximatif. Je ne vois pas pourquoi. Parce que je suis curieux de la comptabilité. 38% de croissance en 5 ans sur quel montant de départ? Et avec quelle distribution mensuelle? Les questions restèrent en suspens. Thomas chercha l'aide de Catherine. James, ce n'est pas approprié, dit Catherine. N'est-ce pas? Notre fille vient de passer 10 minutes à expliquer comment elle est financièrement indépendante et que je suis un fardeau pour la famille. Je pense que comprendre les chiffres réels est très approprié. Eleanor se pencha en avant. James, est-ce le porte-document d'Hélène? La mention du nom de ma grand-mère provoqua un autre changement. Plusieurs membres plus âgés du club avaient connu Hélène Wilson personnellement. Elle avait été membre fondatrice, une donatrice majeure, une femme d'une richesse considérable, et d'une discrétion encore plus grande. Hélène Wilson a laissé un héritage conséquent, poursuivit Eleanor. Je me souviens des funérailles. L'avocat avait mentionné des dispositions pour les générations futures. Vicky sembla confuse. Qu'est-ce que la grand-mère de papa a à voir avec mon fonds fiduciaire? Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire. L'écran affichait plusieurs soldes de compte, mais je le maintenais incliné pour que personne ne puisse voir les chiffres précis. Rien du tout, dis-je. À moins que quelqu'un ne veuille vérifier les calculs de cette affirmation de croissance de 38%. Thomas transpirait maintenant. Je ne garde pas les chiffres précis en tête. Bien sûr que non. Ce serait impossible puisque tu n'as jamais vu les relevés de compte réels. Que insinues-tu? Demanda Vicky. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone sonna. L'écran affichait First National Private Wealth Management. Excusez-moi, dis-je en me levant. Il s'agit de ces virements mensuels dont nous avons discuté. Je m'éloignai de quelques pas mais restai à portée de voix. James Wilson à l'appareil. Oui, demain c'est le 15. Les 12 000 $ habituels. Sur quel compte? Les dépenses de subsistance et les paiements par carte de crédit. Parfait. Et le paiement de la voiture a été effectué à temps. Je sentais l'attention de la table focalisée sur ma conversation. Qu'en est-il des primes d'assurance? Oui. Santé et auto. Même. Bénéficiaire. Victoria Wilson. Excellent. Et le rééquilibrage du portefeuille d'investissement dont nous avons discuté. Le capital de 3,2 millions se porte bien. Bien. Je consulterai les relevés trimestriels demain. Je terminai l'appel et retournai à la table. Le silence était absolu. Vicky me fixait, le visage pâle. Qui était-ce? Mon gestionnaire de patrimoine.
Nous avons des affaires à discuter demain. Thomas retrouva sa voix. James, je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion. Ah oui? À propos de quoi spécifiquement? Eh bien, les chiffres que vous avez mentionnés. Ils ne correspondent pas à quoi? À l'histoire que tu racontes sur la gestion des investissements de Vicky. Eleanor observait cet échange avec fascination. James, depuis combien de temps cela dure-t-il? Quoi spécifiquement? Les virements mensuels, 12 000 $ à Victoria. 127 mois, dis-je. Depuis ses 18 ans. Chaque 15 du mois, sans exception. Les mains de Vicky tremblaient légèrement. Ce n'est pas possible. Mon argent vient d'où exactement? Explique-moi. Qui a mis en place la fiducie? Quelle banque la détient? Qui prend les décisions d'investissement? Qui autorise les distributions? Elle regarda Thomas, puis Catherine, puis de nouveau moi. Thomas gère tout, n'est-ce pas, Thomas? Thomas étudiait son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Le porte-document se trouvait entre nous, toujours fermé, mais plus pour très longtemps. Vicky se ressaisit rapidement. Tout doute qui avait effleuré son visage disparut, remplacé par le même dédain confiant qu'elle avait affiché toute la soirée. Belle tentative, papa, mais je ne tomberai pas dans ton piège, quel que soit ce jeu. Elle se tourna pour s'adresser à toute l'assistance, projetant sa voix comme si elle faisait une présentation. Chers tous, je m'excuse pour ce spectacle embarrassant. Mon père est clairement en train de faire une sorte de crise. Peut-être le stress du chômage, peut-être autre chose. Mais ces fantasmes de richesse secrète sont honnêtement juste tristes. Des murmures de sympathie parcoururent les tables voisines. Le récit tournait de nouveau en sa faveur. Papa, j'ai vu ton appartement. J'ai vu ta voiture. Je sais ce que tu portes, où tu fais tes courses, comment tu vis. L'idée que tu sois secrètement un bienfaiteur riche et où elle marqua une pause pour les faits vraiment préoccupante. Peut-être as-tu besoin d'aide professionnelle. Applaudissements de la table des Patterson. Vicky regagnait la salle. Thomas intervint pour la soutenir. James, je comprends que c'est une période difficile. Perte d'emploi, pression financière. Cela peut affecter les gens de manière imprévisible, mais créer des fantasmes élaborés n'est pas la solution. Quel fantasme? Demandai-je. Cette illusion de gérer le fonds fiduciaire de Vicky, ses virements mensuels, ses décisions d'investissement. James, tu n'as accès à aucun de ces comptes. Tu n'as aucune autorité sur aucun instrument financier au nom de Vicky. Le docteur Harrison hocha la tête avec sympathie. Parfois, le chômage peut déclencher des comportements compensatoires. Vicky sentit la victoire totale. Elle se leva, captant l'attention de la moitié de la salle à manger. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose. J'aime mon père malgré ses problèmes, mais je ne vais pas rester assise ici à l'écouter tenter de s'attribuer le mérite de mon succès par des affirmations délirantes sur de l'argent qu'il n'a pas. Plus d'applaudissements. Plus fort maintenant. J'ai 29 ans. Je suis complètement indépendante financièrement. J'ai obtenu mon MBA grâce à des bourses au mérite et à une planification financière intelligente. Je vis dans une belle maison, je conduis une voiture que je peux me permettre, et je voyage à travers le monde grâce à mon propre travail acharné et à des décisions d'investissement intelligentes. Ovation debout de 3 tables. Mon beau-père Thomas m'a offert des conseils, du soutien et un véritable mentorat en matière de création de richesse. Ma mère m'a donné de l'amour et de la sagesse. Mais mon père, elle me regarda avec ce qui semblait être une pitié sincère. Mon père n'a apporté que des problèmes et maintenant, apparemment, des délires. La salle était complètement captivée. Même le personnel de service avait cessé de travailler pour écouter. Alors je veux que quelque chose soit très clair devant tous ces témoins. Avec effet immédiat. Je coupe tout contact avec mon père. Je ne soutiendrai pas ses fantasmes, Axe. Présenter ses excuses, ou prétendre que ses échecs sont la responsabilité de quelqu'un d'autre. Les applaudissements étaient désormais assourdissants. Le docteur Harrison se leva, puis Thomas, puis Catherine. La moitié de la salle à manger était debout. Certaines personnes méritent des cadeaux à Noël, annonça Vicky, sa voix portant jusqu'à tous les coins de la pièce. Certaines personnes méritent le respect, l'amour et la gratitude. Mais certaines personnes, elle me regarda fixement, méritent exactement ce que leurs choix leur ont valu. Rien.
L'ovation dura 30 secondes. Vicky s'y prélassa, acceptant les félicitations d'inconnus, les accolades de convives proches, les mots de soutien de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées avant ce soir. Je restais parfaitement immobile, regardant ma fille exécuter l'assassinat de réputation le plus complet que j'ai jamais vu, la regardant revendiquer une indépendance qu'elle n'avait jamais gagnée, tout en détruisant simultanément l'homme qui la lui avait en fait fourni. Lorsque les applaudissements s'estompèrent enfin, elle se rassit, le visage rougi par la victoire. Maintenant, dit-elle, encore essoufflée par l'excitation. Peut-être pourrons-nous profiter du reste de notre dîner de Noël sans plus d'incidents. La pièce retrouva progressivement un niveau de conversation normal. Le spectacle était terminé. Vicky avait gagné de manière décisive. Sauf qu'Eleanor Hartwell n'applaudissait pas Vicky, dit Eleanor doucement. Avant de couper les ponts avec ton père, ne devrais-tu pas au moins regarder ce qu'il y a dans ce portefeuille? Madame Hartwell, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin d'entretenir ces illusions. Il ne s'agit pas d'entretenir quoi que ce soit. Il s'agit d'avoir des informations complètes avant de prendre des décisions permanentes. Thomas intervint. Eleanor, j'apprécie votre préoccupation, mais c'est vraiment une affaire de famille. Vraiment? Parce que si James a réellement géré une fiducie qui soutient Victoria, alors toute cette conversation change, n'est-ce pas? Mais c'est impossible, dit Catherine. La fiducie a été établie par la succession de mon père. Vraiment? La voix d'Eleanor portait des décennies d'autorité. Parce que j'étais aux funérailles d'Helen Wilson, j'ai entendu l'avocat lire le testament. Je me souviens de dispositions très spécifiques concernant les distributions discrétionnaires aux futurs descendants. La table retomba dans le silence. James, continua Eleanor, ta grand-mère a laissé des instructions sur l'enseignement de la responsabilité et de la gratitude, n'est-ce pas? Sur la façon de s'assurer que sa richesse construise le caractère plutôt que de le détruire. J'acquiesçai. Et elle t'a laissé l'autorité discrétionnaire sur la manière et le moment où ces leçons seraient dispensées. J'acquiesçai de nouveau. Vicky nous regardait alternativement, sa confiance commençant à s'ébranler. Que dites-vous? Exigea-t-elle. Eleanor me regarda. Je dis que votre père a fait un choix ces 10 dernières années. Un choix de vous laisser apprendre la responsabilité progressivement ou de tout apprendre d'un coup. Elle marqua une pause. Et après ce dont je viens d'être témoin, je pense qu'il a décidé que vous étiez prête pour le cours avancé. Le portefeuille était posé entre nous. Mon téléphone était à côté, et pour la première fois de la soirée, Vicky sembla sincèrement effrayée. Papa, dit-elle, sa voix plus petite maintenant. Qu'y a-t-il dans le dossier? Je regardai la pièce une dernière fois. 43 personnes nous observaient. 43 témoins de ce qui allait se passer. La vérité, dis-je simplement, puis je l'ouvris. Le premier document était une copie du testament original de ma grand-mère. Je le posai sur la table où tout le monde pouvait voir l'entête officielle, les sceaux légaux, le langage formel de la planification successorale. Eleanor se pencha pour lire par-dessus ses lunettes. À mon petit-fils bien-aimé, James William Wilson, lus-je à haute voix. Je lègue l'intégralité de ma succession, évaluée à environ 2,1 millions de dollars, avec les dispositions suivantes. Le visage de Vicky devint complètement blanc. Ladite succession sera gérée à la seule discrétion de James William Wilson avec une attention particulière à l'enseignement de la responsabilité fiscale et de la gratitude aux futures générations de la famille Wilson. Je levai les yeux. La pièce entière était silencieuse. Si James le juge approprié, des portions de cet héritage pourront être distribuées anonymement à ses enfants, à condition que ces distributions servent à bâtir le caractère plutôt qu'à le détruire. James aura l'autorité complète de modifier, réduire ou éliminer ces distributions en fonction de la démonstration de gratitude, de responsabilité et de caractère moral des bénéficiaires. Thomas transpirait ouvertement maintenant. Catherine était devenue pâle. Vicky semblait sur le point de vomir. Grand-mère Hélène t'a laissé 2 millions de dollars. Chuchota Vicky. 2,1 millions il y a 23 ans. Cela a considérablement augmenté depuis. Je sortis le document suivant. Un relevé de portefeuille actuel de First National Private Wealth Management. Valeur actuelle, 8,3 millions. Des allaitements provenant de plusieurs tables. Le docteur Harrison se pencha pour voir les chiffres. Dont 3,2 millions ont été désignés comme le fonds discrétionnaire Victoria Wilson, établi en janvier 2016 lorsqu'elle a eu 18 ans.
Je sortis 12 mois de relevé bancaire, soulignant en jaune les virements mensuels. 12 000 $ transférés le 15 de chaque mois pendant 127 mois consécutifs. Total des distributions à ce jour, 1,5 million de $. Eleanor lisait par-dessus mon épaule. James, ces relevés montrent des dépôts directs sur des comptes au nom de Victoria. Correct. Son compte courant, son compte d'épargne, les paiements de carte de crédit, le prêt auto, les primes d'assurance, le loyer, les charges, toutes les dépenses qu'elle a eues en tant qu'adulte ont été couvertes par cette fiducie. Je sortis la série de documents suivante, ces relevés de compte réels, que j'avais reçus en tant qu'administrateur de la fiducie. Son paiement BMW, 1247 $ par mois. Son loft en centre-ville, 4200 $ par mois. Sa carte American Express, en moyenne 3800 $ par mois, tout payé directement par la fiducie. Vicky fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. C'est impossible, dit-elle. Thomas gère mes investissements. Il me montre les rapports de PE. Performance. Vraiment? Je sortis un autre dossier. Thomas, voudriez-vous voir les relevés d'investissement réels, ceux qui montrent que vous n'avez jamais eu accès à aucun compte au nom de Victoria? Thomas ne dit rien. Ou peut-être aimeriez-vous expliquer comment vous avez généré des rendements de 38% sur de l'argent que vous n'avez jamais réellement géré? Catherine retrouva sa voix. James, pourquoi ne nous as-tu pas dit pourquoi tout ce secret? Parce que, dis-je, regardant directement Vicky, le testament de grand-mère Hélène était très précis sur le but de cet héritage. Il était destiné à enseigner la responsabilité, non à permettre l'abus de droit. Le soutien anonyme était censé être temporaire, juste jusqu'à ce que Victoria démontre qu'elle comprenait la valeur du travail acharné et de la gratitude. Je sortis mon téléphone. Malheureusement, après la performance de ce soir, je ne pense pas qu'elle ait appris ses leçons. En fait, je pense que le soutien anonyme a produit l'effet inverse de ce que grand-mère Hélène avait l'intention. Eleanor hocha lentement la tête. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je regardai la table une dernière fois, ma fille, qui venait de passer la soirée à détruire publiquement ma réputation tout en vivant entièrement de l'argent que je lui avais fourni. Thomas, qui s'était attribué le mérite d'un succès financier qu'il n'avait jamais réalisé. Catherine, qui avait perpétué un mensonge pendant près d'une décennie. Maintenant, dis-je, en ouvrant mon application bancaire. Je passe un appel. Le numéro était déjà composé. Ligne d'urgence après les heures d'ouverture de First National Private Wealth Management. Parce que selon le testament de grand-mère Hélène, j'ai une autorité discrétionnaire complète sur ces fonds, et la discrétion, comme Victoria vient de l'enseigner à tout le monde dans cette pièce, est basée sur le caractère. Mon doigt plana au-dessus du bouton d'appel. Papa, dit Vicky, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu fais? Je te donne la leçon que tu aurais dû apprendre il y a des années. J'appuyai sur appeler. Service d'urgence. Ici Patricia. Je mis le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Patricia, c'est James Wilson, titulaire du compte pour la fiducie familiale Wilson. Numéro de compte se terminant par 4829. Bonsoir, monsieur Wilson. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'exécuter un gel immédiat de toutes les distributions discrétionnaires du sous-compte Victoria Wilson avec effet immédiat. Certainement, monsieur, pouvez-vous confirmer votre identité avec les questions de sécurité que nous avons en dossier? La pièce entière écoutait chaque mot. Vicky serrait le bord de la table. Le nom de jeune fille de ma grand-mère était Henderson. La fiducie originale a été établie en mars 2001. Le solde du capital actuel est de 8 324 700 $. Merci, monsieur Wilson. Je consulte le compte discrétionnaire Victoria Wilson. Actuellement, ce compte a des distributions mensuelles automatiques de 12 000 $ prévues pour le 15 de chaque mois. Vous voulez geler toutes les distributions automatiques? Correct. Et je dois annuler tous les paiements récurrents autorisés liés à ce compte. Vicky émit un petit son, presque un gémissement. Je vois les paiements récurrents suivants. Service financier BMW 1247 $ par mois. Propriété Desert Ridge 4200 $ par mois. American Express variable par mois. Assurance State Farm 347 $ par mois. Dois-je annuler tout ceci? Tous? Monsieur Wilson, c'est un changement substantiel. Une fois que j'aurai exécuté ce gel,
le titulaire du compte n'aura plus accès à ses fonds. Êtes-vous certain? Complètement certain. La voix de Patricia sortit du haut-parleur avec une clarté parfaite. Très bien. J'exécute le gel maintenant. Toutes les distributions automatiques annulées. Toutes les autorisations de paiement récurrents révoquées. Le titulaire du compte recevra une notification par message texte et par email dans les 60 secondes. Comme sur commande, le téléphone de Vicky bourdonna, puis bourdonna de nouveau, puis commença à bourdonner continuellement. Elle regarda l'écran, son visage passant du blanc au vert. Alerte de compte, lut-elle à haute voix, sa voix tremblante. Distribution mensuelle annulée. Paiement BMW refusé. Loyer refusé. Paiement de carte de crédit refusé. Plus de bourdonnement. American Express refusé. Paiement d'assurance refusé. Paiement de service public prévu pour demain refusé. Thomas lui arracha le téléphone des mains pour voir par lui-même. Son visage devint cendre. Patricia, continuez-je, veuillez également noter dans le compte que les distributions discrétionnaires sont suspendues en attendant un examen approfondi du caractère et du niveau de gratitude du bénéficiaire, comme stipulé dans les documents originaux de la fiducie. Compris, Monsieur Wilson. J'ai fait cette annotation. Y a-t-il autre chose? Oui. Veuillez envoyer des copies de tous les relevés de compte des 12 derniers mois à cet adre. SSE. Je lui donnai l'adresse du bureau du Dr Harrison au Country Club. La titulaire du compte prétend que ces fonds représentent son succès financier personnel. Je pense qu'il est important que nos amis communs aient des informations précises. Les sourcils du Dr Harrison se levèrent, mais il acquiesça d'un signe d'approbation. Ceux-ci partiront par la poste demain, Monsieur Wilson. Parfait. Merci, Patricia. Je raccrochai le téléphone. Le silence dans la salle à manger était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur les sols en marbre. Vicky fixait son téléphone tandis que notification après notification continuait d'affluer. Son monde financier entier s'effondrait en temps réel devant plus de 40 témoins. Papa, chuchota TL. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas? Je sortis un autre document du portefeuille. C'est l'accord de fiducie que votre grand-mère a signé. Il me donne une autorité complète sur les distributions. Lisez vous-même la section 4. Elle saisit le document avec des mains tremblantes. Le fiduciaire aura la discrétion exclusive et absolue de déterminer si, quand et combien de revenus ou de capital seront distribués à tout bénéficiaire, en fonction de l'évaluation par le fiduciaire du caractère, de la gratitude et du développement moral du bénéficiaire. Sa voix était à peine audible à la fin. Eleanor se pencha pour lire le paragraphe suivant. Si un bénéficiaire fait preuve d'ingratitude, de sentiment de droit ou d'irrespect envers la source de ses avantages, le fiduciaire peut immédiatement et de manière permanente suspendre toutes les distributions sans préavis ni recours. Thomas retrouva sa voix. James, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Un arrangement? C'est extrême. Est-ce plus extrême que de regarder ma fille m'humilier publiquement tout en vivant entièrement de l'argent que je lui ai fourni? Plus extrême que vous vous attribuiez le mérite d'un succès financier avec lequel vous n'aviez rien à voir. Plus extrême que 10 ans de mensonges sur qui a réellement soutenu Victoria. Mode de vie? Le téléphone de Vicky continuait de vibrer. Encore des paiements refusés. Encore des services annulés. Le paiement de la voiture qui a été rejeté. Votre BMW est sur le point d'être saisi. Le loyer qui n'est pas passé. Vous avez 30 jours avant le début des procédures d'expulsion. La carte de crédit qui a été refusée. Bonne chance pour expliquer à American Express pourquoi votre historique de paiement vient de prendre fin. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Mais le testament de grand-mère Hélène contenait une autre disposition, ai-je poursuivi. Eleanor, voulez-vous lire le dernier paragraphe? Eleanor prit le document. Cependant, si un bénéficiaire manifeste un véritable remords, accepte la responsabilité de ses actes et fait preuve d'une gratitude et d'un respect authentique, le fiduciaire pourra, à sa seule discrétion, envisager de rétablir les distributions selon les modalités qu'il jugera appropriées. J'ai regardé Vicky droit dans les yeux. La leçon ici n'est pas une question d'argent. C'est une question de caractère. Vous avez passé toute la soirée à dire à tout le monde que je n'avais jamais rien apporté de significatif à votre vie. Maintenant, vous savez exactement ce que j'ai apporté. La question est, qu'allez-vous faire de cette information?
Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Papa, je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Vous vous êtes attribué le mérite. Vous avez écarté la possibilité que votre mode de vie puisse venir de quelqu'un que vous considériez inférieur à vous. J'ai commencé à ranger les documents dans la mallette. L'argent n'est pas perdu pour toujours, Vicky. Mais votre accès à celui-ci dépend entièrement de votre capacité à apprendre les leçons que votre arrière-grand-mère voulait que vous appreniez. Des leçons sur la gratitude, le respect et la compréhension de l'origine réelle de vos bénédictions. Je me suis levé de table. Quand vous serez prête à avoir cette conversation avec humilité plutôt qu'avec un sentiment de droit, vous saurez où me trouver. Toute la salle à manger m'a regardé tandis que je me dirigeais vers la sortie. Derrière moi, j'entendais le téléphone de Vicky vibrer encore avec des notifications de paiement refusées. Je n'avais pas encore atteint le parking que mon téléphone commençait à sonner. Le premier appel venait de Vicky, 2 minutes après que j'ai quitté la table. J'ai laissé la messagerie prendre l'appel. Le deuxième appel, 3 minutes plus tard, était de Catherine, puis de Thomas, puis de Vicky à nouveau. Au moment où j'ai atteint ma Honda Civic, j'avais 17 appels manqués. Je me suis assis dans la voiture un instant, observant à travers les baies vitrées du restaurant le chaos éclaté à notre table. Vicky était au téléphone, appelant frénétiquement quelqu'un, probablement sa banque, probablement American Express. Thomas gesticulait furieusement, essayant d'expliquer quelque chose au docteur Harrison. Catherine avait la tête entre les mains. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Vicky. « Papa, s'il te plaît rappelle-moi. » C'est fou. Il faut qu'on arrange ça. Puis un autre. Je ne peux pas perdre ma voiture. Je ne peux pas perdre mon appartement. S'il te plaît. Puis un autre. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi. Mon appartement, dont j'étais propriétaire avec l'immeuble, était silencieux. Je me suis servi un scotch et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, pensant à ce qui venait de se passer. Les appels ont continué toute la nuit, allant directement sur la messagerie vocale. Je les ai écoutés le lendemain matin, devant mon café. La voix de Vicky était de plus en plus désespérée. « Papa, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai dit des choses horribles, mais tu ne peux pas détruire toute ma vie pour une seule mauvaise soirée. » Catherine, en colère. « James, c'est cruel et vindicatif. C'est ta fille. Elle a fait une erreur. » Thomas essayant de négocier. « James, soyons adultes. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? On peut s'arranger. » Encore de Vicky. « Papa, ma carte de crédit a été refusée au supermarché. Tout le monde me regardait. Je ne comprends pas comment ça marche. Comment j'achète de la nourriture? Comment je mets de l'essence dans ma voiture? » Les appels ont continué toute la journée de la veille de Noël. Eleanor Hartwell a appelé vers midi, sa voix amusée. « James, tout le country club parle d'hier soir. La moitié des gens pensent que tu es un millionnaire secret. L'autre moitié pense que tu fais une dépression. Quel cadeau de Noël pour tout le monde. » Le docteur Harrison a appelé 1 heure plus tard. « James, j'ai reçu les relevés de compte dont tu as parlé. Une lecture très éclairante. Je pense que nous devons avoir une conversation sur l'adhésion ici au club. Ta cotisation spécifiquement. Mon avocat a appelé ce soir-là. James, j'ai reçu des appels de l'avocat de Catherine Miller. Quelque chose concernant des modifications de fonds fiduciaires. Devons-nous nous rencontrer? Mais l'appel le plus révélateur est venu de mon conseiller en gestion de patrimoine. James, nous avons eu une activité inhabituelle. 3 parties distinctes nous ont contactés, revendiquant une autorité sur le compte de Victoria Wilson. Catherine Miller, Thomas Miller et Victoria Wilson elle-même. Tous ont été informés que vous êtes le seul fiduciaire avec un contrôle discrétionnaire total. Je pensais que vous devriez le savoir. Le jour de Noël a apporté une nouvelle vague de conséquences. Le premier appel de Vicky est arrivé à 6h47 du matin. « Papa, s'il te plaît, réponds. Les gens de BMW sont venus hier et ont pris ma voiture. Ils ont dit que le paiement avait rebondi et que le compte était fermé. Je suis bloqué. » Catherine a appelé 1 heure plus tard. « James, elle est ici chez nous, elle pleure hystériquement.
Tu as fait passer ton message. Pouvons-nous trouver un arrangement? Thomas a appelé ensuite. James, ça va trop loin. Elle a retenu la leçon. Discutons des conditions pour rétablir les paiements. Mais l'appel le plus intéressant est venu du docteur Harrison à 14 heures. James, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir. Le country club a des comités qui pourraient bénéficier de votre expertise financière. Peut-être devrions-nous discuter d'un engagement plus actif au sein du club. Le renversement de statut était complet et public. Le 26 décembre, la nouvelle s'était répandue dans les cercles sociaux de Scottsdale. Mon téléphone sonnait constamment avec des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. James Wilson, ici David Chen de Southwest Financial Planning. J'ai entendu parler de votre situation au Country Club. Nous recherchons toujours des gestionnaires de patrimoine expérimentés. Monsieur Wilson, ici Sandra Rodriguez de la Chambre de commerce de Scottsdale. Nous recherchons de nouveaux membres du conseil d'administration avec votre type d'expérience financière. James, ici Michael Johnson du Country Club. Nous nous sommes rencontrés brièvement à la fête de Noël. Je me demande si vous seriez intéressé par des opportunités d'investissement. Le récit avait complètement basculé. En 3 jours, j'étais passé d'un chômeur minable à un millionnaire secret qui donnait une leçon à sa fille gâtée. Pendant ce temps, le monde de Vicky continuait de s'effondrer. Son propriétaire a appelé le 27, exigeant le paiement immédiat du loyer de décembre plus le loyer de janvier à l'avance, puisque son paiement automatique avait échoué. Sa compagnie d'assurance a envoyé des avis de résiliation. American Express a fermé son compte et exigé le paiement immédiat du solde impayé, 11 247 $. Le concessionnaire BMW a confirmé la reprise du véhicule et l'a informé qu'elle devait toujours 34 000 $ sur le solde. Prêt, mais les véritables conséquences étaient sociales. Le 28 décembre, tout le monde dans son cercle social savait ce qui s'était passé. L'histoire était trop dramatique pour être gardée secrète. Fille gâtée humilie publiquement son père. Père révèle avoir secrètement financé tout son mode de vie pendant 10 ans. Fille perd tout du jour au lendemain. Ses publications Instagram sont devenues de plus en plus désespérées. Parfois la vie vous lance des défis inattendus et il faut tout reconstruire à partir de zéro. Reconnaissante pour les vrais amis qui vous soutiennent pendant les transitions difficiles. #retour à la réalité, #nouveau départ, #béni. 0, j'aime. 3 commentaires. Tous de personnes demandant ce qui était arrivé à sa voiture et à son appartement. Apprendre que les choses matérielles ne vous définissent pas. Parfois, tout perdre vous aide à trouver ce qui compte vraiment. Le sens de vie, #croissance, #authentique. Son nombre d'abonnés est passé de 8400 à 3200 en 4 jours. Catherine a appelé le 29 décembre pour faire le point. James, elle est dans notre chambre d'amis. Elle n'a pas mangé un vrai repas depuis 3 jours. Elle ne cesse de dire qu'elle ne peut pas se permettre d'acheter de la nourriture. Thomas a essayé d'aider, mais tu sais que nos finances sont serrées avec le concessionnaire qui a des difficultés. C'était une nouvelle pour moi. Le concessionnaire de Thomas en difficulté? J'ai pris note de vérifier ça. Elle n'est plus la même personne, a poursuivi Catherine. Elle reste assise là, à fixer son téléphone, à lire de vieux relevés bancaires, essayant de comprendre comment elle n'a jamais remarqué d'où venait l'argent. Elle a trouvé tous les relevés de virements anonymes, 12 000 par mois pendant 10 ans. Elle a calculé le total, 1,5 million de $. Et j'ai demandé et elle ne cesse de dire, j'ai dit à 40 personnes qu'ils ne m'avaient jamais rien donné. Je leur ai dit qu'il était sans valeur. Elle commence à comprendre ce qu'elle a fait. Le téléphone est resté silencieux un instant. James, dit doucement Catherine. Elle veut te voir. Elle est prête à s'excuser. Vraiment s'excuser. Pas seulement pour récupérer son argent. Vraiment? Je crois que oui. Mais il y a autre chose. Quelque chose que je dois te dire. Elle a fait une pause. Je savais. Tu savais quoi? À propos de l'argent. À propos du testament de ta grand-mère. J'ai toujours connu l'histoire du fonds fiduciaire, l'histoire du succès de l'investissement, Thomas gérant ses finances. Tout cela était mon idée. Je t'ai convaincu de garder le secret parce que je pensais que ce serait plus facile pour tout le monde. Je me suis assis lourdement. Pendant 10 ans, je t'ai regardé sacrifier ton crédit, ta réputation, ta relation avec ta fille,
tout ça pour maintenir un mensonge que j'ai créé, et je n'ai jamais dit un mot. Une autre pause. C'est moi qui devrais m'excuser, James, pas seulement Vicky. Elle a appris ce comportement de quelque part. Elle l'a appris en me voyant m'attribuer le mérite de ta générosité et ne jamais corriger la situation. Pour la première fois depuis la veille de Noël, j'ai ressenti le poids de ce que j'avais fait, non seulement à Vicky, mais à toute notre famille. Les conséquences étaient réelles. La leçon était nécessaire, mais la douleur s'étendait à tout le monde, y compris à moi. 3 semaines plus tard, Vicky a frappé à la porte de mon appartement. Elle ne portait pas de vêtements de marque. Ses cheveux n'étaient pas coiffés par un professionnel. Elle tenait une chemise en carton et semblait avoir pleuré récemment. « Salut papa. »« Salut Vicky. » Elle est restée là un instant, ne sachant pas comment commencer. « Je peux entrer ? J'ai des choses à te montrer. » J'ai ouvert la porte plus grand. Elle s'est assise sur mon canapé et a ouvert la chemise. « J'ai travaillé » a-t-elle dit. Du vrai travail, 40 heures par semaine dans une entreprise de facturation médicale, $150 de l'heure. Je prends le bus parce que je n'ai pas de voiture. Elle m'a montré sa première fiche de paie. Après impôts, je gagne environ 1600 cents par mois. Ma part du loyer chez maman est de 800. Nourriture, transport, facture de téléphone. Il me reste environ 300. J'ai écouté sans commenter. J'ai lu le testament de grand-mère Hélène tous les jours, surtout la partie sur le caractère et la gratitude. Je crois que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Elle a sorti une lettre manuscrite. C'est pour toi, des excuses, de vrai. Je ne demande rien. Je n'essaie pas de négocier. Je veux juste que tu saches que j'ai enfin compris. J'ai pris la lettre mais ne l'ai pas lue immédiatement. Papa, je t'ai détruit devant toutes ces personnes. Je t'ai traité de bon à rien, j'ai prétendu que tu n'avais jamais rien apporté à ma vie, je t'ai fait passer pour un échec alors que tu payais littéralement tout ce que j'avais. Les larmes ont commencé à couler. Mais le pire, c'est que je le croyais. Je pensais sincèrement m'être faite toute seule, que mon succès venait de ma propre intelligence et de mon travail acharné. Je vivais dans un monde imaginaire où je méritais le luxe parce que j'étais spécial. Elle a essuyé ses yeux. L'argent n'est pas à moi. Il n'a jamais été à moi. C'était ton cadeau, ton choix, ta générosité, et au lieu de la gratitude, je t'ai donné du mépris. J'ai ouvert la lettre. 3 pages de reconnaissance manuscrite, de prise de responsabilité et de véritables remords. Et maintenant ? Ai-je demandé. Je continue à travailler. Je continue à apprendre ce que les choses coûtent réellement. Je continue à me souvenir que tout le confort que j'ai eu pendant 10 ans, c'était parce que tu m'as aimé suffisamment pour le fournir anonymement. Elle s'est levée pour partir. Le fonds fiduciaire peut rester gelé pour toujours si c'est ce que tu décides. J'ai enfin appris la leçon. Et grand-mère Hélène voulait que j'apprenne que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Elle s'est arrêtée à la porte. Merci, papa, pour tout, y compris pour ça. Après son départ, j'ai appelé mon gestionnaire de patrimoine. Patricia, c'est James Wilson, à propos du compte de Victoria Wilson. Parfois, les meilleures leçons sont les plus difficiles.